pourquoi je suis là. En fait, je suis venue me mettre ici parce qu'il y avait des fourmis. Et je me suis dit que ça pourrait bien illustrer la vidéo. Enfin, en fait, je vous explique. En gros, il n'y a rien à bouffer chez moi et j'ai grave faim. Du coup, là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais manger? Et en fait, les fourmis, c'est bien. Je crois que c'est hyper bon pour la santé et tout, mais c'est... voilà quoi. J'ai jamais mangé de fourmis. Enfin, si, j'ai déjà mangé une fois une fourmi. Du coup, là, je vais manger des fourmis pour vous. Elle me pique. Ouais, c'est un goût de citron. Je vous promets. Attendez, elles sont parties, je vais en prendre deux. Ça a vraiment un goût de citron. Je reviens, je vais boire de l'eau. Du coup, je reviens. Bon, j'avoue, c'est pas très courageux de manger des fourmis en fait. Je pensais que c'était courageux, mais en fait, c'est de la merde. En fait, je voulais faire cette vidéo parce que ce matin, je parlais avec mon père et en fait, je me la pétais. Genre, je disais, regarde, je m'expose et tout sur mes vidéos YouTube. Toi, t'oserais jamais faire ça et tout. Et après, lui, il me répondait, mais si, bien sûr que j'oserais faire ça. Et après, je lui ai dit, bah pourquoi tu le fais pas à l'heure? Après, il disait, bah parce que j'ai pas envie. Tout j'étais là en mode, ouais, c'est ça, ouais, jamais t'oserais faire ça et tout. Enfin bref, en gros, je me la pétais. Et du coup, j'ai réfléchi et en fait, le courage de faire les choses, c'est grave ça en fait. C'est tout simplement une équation. Genre l'équation de la volonté que tu as à faire la chose divisée par la peur. Et en gros, si t'as pas assez de volonté ou que tu as trop peur, bah tu vas pas faire la chose. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer selon moi comment agir sur ces deux choses-là pour devenir plus courageux dans la vie. Quand je pense au mot courage, il y a la couleur orange qui me vient, je sais pas pourquoi. Vous pensez à quoi comme couleur vous quand vous pensez au mot courage? Ou genre rouge, voire jaune mais un peu moins. Bref. Est-ce que toi t'es courageux? Bon, en gros, selon moi, oula. Selon moi, pour devenir plus courageux et pour surtout agir sur la volonté, agir sur la volonté, ça va être dépendant en fait de l'action en tant que telle. Tu vas avoir plus de volonté à faire certaines actions. Et bien en fait, ça va dépendre de comment tu envisages les actions que tu fais. J'ai l'impression qu'en fait, souvent, on a beaucoup de courage quand on fait des actions pour les autres. J'ai remarqué ça par exemple quand on cuisine. Si on fait un repas pour toute la famille, genre il y aura hyper beaucoup de la volonté de faire un bon plat, de faire quelque chose de bien, on va cuisiner, vous voyez, on va vraiment agir. Tandis que finalement, quand on est tout seul dans son appartement, on a trop la flemme de se cuisiner un plat pour nous tout seul, du coup on va commander un truc vite fait, je sais pas où, tu vois. Je me rends compte que c'est vraiment ça. Ou même les soldats, genre quand ils partent sur le champ de bataille, genre ils ont trop de la volonté parce qu'ils savent qu'ils se battent pour les autres, quoi, pour sauver leur famille et tout. Du coup, ça fait que ils ont beaucoup plus de volonté. Je me dis c'est peut-être dû au fait aussi que quand t'es courageux, c'est que tu commets un acte, en gros, tu passes une sorte d'épreuve, quoi. Du coup, t'es au niveau de l'action
Et indirectement, il y a ta position de toi, et après, tu vas faire quelque chose qui va t'emmener autre part. Et quand tu vas vers l'autre, en fait, ça amène plus à l'action, je pense. Tandis que si tu fais quelque chose qui revient vers toi, en fait, c'est plus... Enfin, tu vois, il n'y a pas l'idée de mouvement, il n'y a pas l'idée de progression, alors que le courage, c'est l'idée de passer une étape, tu vois. Genre, bref. Ensuite, la peur, c'est hyper intéressant. En fait, quand t'as peur, c'est que t'as peur en gros, de l'inconnu, quoi. Toutes les peurs, elles sont dues à ce qu'on connaît pas, ou c'est toujours relié à l'incertitude. Par exemple, quand t'es dehors, quand c'est la nuit, par exemple, t'as peur parce que tu vois pas ce qu'il y a autour de toi, tu vois pas les objets, du coup c'est pour ça que t'as peur. Ou plein d'autres trucs dans le genre. Du coup, la peur, c'est ça, c'est la peur de l'incertitude. Et en fait, souvent, on va pas agir parce que la chose qu'on va atteindre, on l'idéalise, on la prend pour un but lointain, ou je sais pas, on la fantasme, ou des choses comme ça. Et du coup, ce qu'il faut faire finalement, c'est réduire l'arbre des possibles. Parce que quand l'arbre des possibles, il est trop grand, quand tu aurais trop de possibilités, et que c'est flou en gros ton objectif, ou ce que tu dois faire pour être courageux, et finalement, ça va te faire trop peur. Et en fait, la première chose qu'il faut faire pour réduire l'arbre des possibles, c'est juste commencer. Donc là, tu prends un papier, et je sais pas, dans le domaine dans lequel tu veux faire quelque chose, déjà là ça réduit l'arbre des possibles si tu trouves un domaine. Si ton but c'est juste d'avoir du succès mais que tu sais même pas dans lequel domaine, tout ça, là l'arbre des possibles est immense, tu vas jamais réussir, tu vois. Mais déjà, tu te focalises sur un domaine, donc là tu marques un mot. Et là, ça réduit tout le champ des possibles parce que t'as juste un mot, tu vois, t'as le thème par exemple. Et là tu vas continuer, tu vas... Ou c'est comme un artisan, tu vois, un menuisier, quand il veut concevoir un objet, déjà, il réduit l'arbre des possibles, il peut faire plein de choses en bois, et là, il choisit par exemple de faire une chaise. Donc du coup, il prend l'objet de la chaise. Ensuite, ça a déjà réduit un nombre infini de possibilités, enfin énorme de possibilités. Ensuite, il se dit, bon, quelle chaise je vais faire, donc il s'intéresse à la forme de la chaise. Et donc là, une fois qu'il a choisi la forme, il a réduit l'arbre des possibles. Ensuite, il va commencer à travailler sur la chaise. Donc là, il va faire un pied de la chaise, ça réduit l'arbre des possibles. Il reste plus que 3 pieds de la chaise. Une fois qu'il a fait tous les pieds de la chaise, ben, il reste à faire le haut de la chaise. Enfin, en gros, bref, plus tu réduis l'arbre des possibles, plus en gros, tu es en confiance et tu es en train d'aboutir à ton travail. Et ben ça, c'est le moment où tu es bien, c'est le moment où tu es dans l'action, tu vois. Alors juste là, si tu as envie de faire un projet, genre si tu veux faire une vidéo ou parler d'un sujet, et que tu as 10 000 idées de sujets, hop, tu trouves un sujet, hop, tu commences à écrire. C'est comme les dissertations en fait. Genre moi en philo, une fois j'avais peur de faire les dissertations parce qu'en fait ça fait trop peur. Genre t'as une question en mode qu'est-ce que la vie? Genre je sais pas, genre des questions comme ça. Non je rigole, là j'exagère un peu. Enfin t'as des questions hyper larges. Et du coup tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment t'y prendre et tout. Et en fait, quand tu regardes le sujet de dissertation, t'es en panique là, et une fois que tu commences juste à écrire un mot, bah ça avance, et dans ton processus de raisonnement logique, après ça réduit l'arbre des possibles, et à la fin au niveau de la conclusion, genre tu mets la touche finale, genre en gros tu pars de quelque chose et t'arrives à un autre endroit. Bon bah ça c'est comme ça. Donc pour réduire la peur, réduis l'arbre des possibles et commence tout simplement, commence, agis. Ensuite il y a quelque chose de très intéressant sur la peur aussi, c'est qu'on a souvent la peur qui est reliée en fait finalement à la peur de l'échec, à la peur de perdre. Parce que toutes les peurs elles sont reliées en fait au final à la peur de la mort. Et qu'est-ce que c'est la mort finalement? C'est quand tu perds la vie, donc tu perds toute ton identité. Et ben ça fait extrêmement peur. Et finalement, c'est pour ça que je dis que quand tu te tapes la honte, c'est la pire des gênances. Parce que quand tu te tapes la honte, tu perds une partie de ton identité. Genre tu vois là, il y avait un groupe, je sais pas, et là, toi, t'es dans la classe, tu lèves la main et là tu dis un truc trop honteux, et là tous les regards ils sont sur toi. Et ben... du coup toi ton identité là, et ben t'es honteux, du coup ça la réduit et tu deviens inférieur, tu vois. Et du coup ça permet à toute la classe autour, en gros, par rapport à toi, elle se sent supérieure, tu vois, ça a augmenté la différence entre vous deux. Et du coup ça renforce finalement le groupe et la cohésion du groupe. Donc si jamais tu tapes la honte, dis-toi toujours que c'est bien parce que t'as renforcé le groupe, donc ouais. Donc pour réduire la peur, il faut essayer le plus possible de se détacher en gros de cette peur de perdre. Pourquoi? Parce que en fait 90% de nos peurs, en gros elles sont irrationnelles.
Genre, c'est pas du tout des peurs qui nous mettent en danger de mort. Par exemple, un exemple typique, genre quand t'es à l'école, souvent t'as peur de manger tout seul, quoi. Genre, c'est trop la honte de manger tout seul. Non, mais... Et du coup, les gens populaires, et ben eux, c'est des gros faibles, parce qu'ils mangeraient jamais tout seuls, tu vois. Et puis ceux qui sont un peu moins populaires, bon, eux, ils mangent plus souvent tout seuls, du coup, ils ont l'habitude. Du coup, les gens qui ont déjà mangé tout seul dans leur vie, genre, ils sont grave supérieurs à vous, donc calmez-vous. Et si jamais vous avez jamais mangé tout seul, et ben mangez tout seul une fois, comme ça vous penserez à moi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout grave, hein, vous n'êtes pas en danger de mort. Hein. Surtout que quand vous mangez, vous êtes en train de manger, donc vous êtes en train de bénéficier à votre survie. Donc aucun problème. Ensuite, c'est cool ça que 90% de nos peurs à peu près elles sont irrationnelles, comme ça veut dire qu'on a une grosse marge de manœuvre. Genre on peut agir sur 90% de nos peurs, imaginez c'est un truc de fou. Les 10% restantes elles sont quand même importantes parce que ça éviterait que vous vous suicidiez, vous voyez. Genre que vous faites des actes courageux mais qui sont complètement cons. Voilà, ça c'est un peu idiot. Mais du coup on peut agir sur ça. Et finalement, c'est vraiment le fait de perdre qui nous fait peur. On a peur de l'échec, de perdre notre rang social, de perdre tout ce qu'on veut. Mais au final, dans la vie, on est tous perdants, hein, parce qu'on meurt tous à un moment. À un moment, on est tous des perdants, parce que notre identité, elle disparaît. Donc écoutez, ce qui est important, c'est de jouer. Parce que ce combat de la vie, on va tous le perdre. Vous comprenez? Parce qu'on va tous mourir. À un moment, il y aura la fin de notre identité. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement jouer, agir, et progresser dans le game, vous voyez. Bon. Là, j'introduis une notion importante. C'est pourquoi, en fait, faire les choses progressivement, c'est ce qui va vraiment donner du sens, quoi. Parce qu'en fait, si on reprend pour faire large notre vie, on peut dire qu'à la naissance, il y a eu création, entre guillemets, hein, parce que on va pas dire création. Et voilà, il y a eu le début de notre identité. Et à la mort, il y a la fin de notre identité. Donc on peut tracer, tu vois, une sorte de segment. Bon, le chemin, il passe pas forcément toujours par de la progression, mais en général, on est plutôt sur de la progression parce que quand t'es petit, déjà, juste le fait de marcher, c'est une sorte d'acte de courage parce que tu te risques à tomber par terre et tu échoues, et c'est comme ça que tu progresses, tu vois. Par exemple, au début, t'apprends à des mots, ensuite tu apprends avec ces mots-là à construire des phrases, ensuite tu fais des dissertations, et voilà quoi, en gros tu te développes tout au long de ta vie. Et ben cette progression, il y a deux différentes manières en gros de pouvoir la vivre. Pour moi il y en a une, c'est celle qui donne du sens à ta vie, et l'autre c'est quand c'est la grosse merde. Alors je vais t'expliquer, celle qui fait sens, c'est celle qui est progressive. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta vie, tu peux la concevoir comme toi, tu vas dans une direction, tu prends un chemin, et du coup, il y a une sorte d'histoire de ta vie. Et ben, pour que il y ait un sens, c'est comme quand tu lis un livre, hein. Pour qu'il y ait un sens, il faut que la page précédente, elle induise la page suivante, tu vois, il faut qu'il y ait des causes qui impliquent des conséquences. Et finalement, quand, imaginons, tu progresses, c'est-à-dire que par exemple t'échoues, du coup tu retiens ton erreur, du coup tu fais plus la même erreur, du coup tu progresses, tu vois. Du coup, toutes tes actions dépendent de la conséquence. Ben, finalement, ça c'est quand tu es dans le schéma du processus lent et progressif. Donc là, c'est créateur de sens. Mais il y a aussi une autre façon de progresser, par exemple au niveau de l'ascension sociale, c'est genre tu fais un buzz. Genre on sait pas pourquoi, d'un coup là... tu deviens hyper populaire d'un coup, on sait pas pourquoi, enfin... je sais pas... il y a quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup de regards qui sont braqués sur toi ou j'en sais rien, ou par exemple, ouais, tu gagnes au loto, ça fait qu'au niveau de l'échelle, genre tu gagnes d'un coup beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça va faire? Sur ton chemin là de point A et point B, ça va avancer progressivement, bon là, je sais pas, t'as changé de travail, du coup t'as gagné un peu plus d'argent, tout ça, et là d'un coup, tu gagnes au loto, donc ça fait hop, un gros pic. Et là, tu arrives au sommet de tout l'argent que tu n'aurais jamais pu espérer avoir. Je sais pas, tu gagnes l'euro million, tu gagnes un truc comme ça, tu gagnes des millions. Et ce qui fait que là, il y a eu un point de rupture. Cette cause-là n'a pas impliqué la conséquence. Il y a un truc qui vient s'introduire de type hasard, de type chance. Tu vois, le truc de la chance, le truc du hasard, c'est pas dans le processus de cause qui implique la conséquence.
Du coup, ça fait que toi, tu comprends pas cette chose-là. T'es là en mode waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop bien! Et là, tu gagnes le loto. Sauf que là, le problème, c'est que là, quand t'es au sommet, tu peux que redescendre. Et du coup, finalement, tu vas redescendre à ton stade de toi, comment t'avais la capacité normalement de gagner de l'argent, tu vois. Donc ça va être dramatique. Parce que en un instant de seconde, t'as du plaisir immense. Et après, tu décroît seulement. Après avoir fait cette découverte. Et ben en fait, ça, c'est le truc à pas faire. Enfin, j'espère que vous jouez pas au loto parce que c'est trop la merde. Parce que finalement, quand il y a ça qui se passe, ça fait que vous pouvez pas réellement vivre correctement un moment de plaisir. Ce que je disais, c'était que en ce qui concerne le plaisir, c'est comme par exemple avec la souffrance. Genre si par exemple, là on va te blesser, tu préfères que ce soit un coup net et franc, tu vois, plutôt que on t'enfonce lentement le couteau dans la plaie, quoi, parce que sinon, en gros ça s'appelle de la torture, quoi. Et c'est pareil du coup avec le plaisir, genre si le plaisir il est lent, c'est beaucoup mieux que si t'as juste un bref moment de plaisir, tu vois. Bref. Du coup, ça illustre bien le truc de plus c'est progressif dans l'échelle de ton ascension, mieux ce sera. Par exemple, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui... Par exemple, Belle Amie. Genre, Belle Amie, c'est un livre de Guy de Maupassant et dedans ça raconte l'histoire d'une ascension sociale. Bah, j'ai une idée, je vais vous imprimer le résumé comme ça. Je pourrais vous en parler parce que là je vais dire de la merde. Ouais, donc en gros, je viens d'imprimer le résumé et je crois que ça illustre très bien le propos. En gros, lui, il a fait le bon choix, c'est-à-dire qu'il a vécu une ascension sociale très progressive. Alors, Belle Amie, donc en vrai il s'appelle Georges Duroy. Genre Belle Amie, c'est un nom que la fille de sa première maîtresse lui a donné. Et en fait, au début de l'histoire, il est ancien sous-officier, récemment employé au chemin de fer du Nord. Donc en gros, voilà quoi, il a pas un job de luxe de ouf, tout ça. Et ça dit qu'il a peu d'argent et il est jaloux en gros des gens qui sont riches. Il envie ceux qui peuvent profiter de la vie parisienne. Bon bref. Ensuite, il va se mettre à séduire Madame Walter. Donc Madame Walter, il n'a pas choisi n'importe qui, c'est la femme du directeur du journal. Voilà. Et faut savoir qu'il n'a pas de talent, Georges Duroy, mais son but c'est d'écrire des articles, quoi. Enfin son but. Il aimerait bien écrire des articles. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander... quelqu'un va lui proposer l'aide de la femme d'un ami. Donc elle, par contre, elle a du talent et elle sait écrire des chroniques. Mais elle ne publie rien. Voilà. Donc du coup, Georges Duroy, il est bien parce que lui, il va s'entraîner, il va commencer à écrire des articles, mais lui, il n'a pas de talent. Ensuite, Madame Forestier, elle l'aide à écrire son premier article, du coup, et elle le pousse aussi à revoir Madame de Marelle. Donc là, il est dans l'action, quoi. Genre, en gros, il agit. Donc faut agir là. C'est très important. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, bah avec sa maîtresse du coup, enfin là il rencontre une dame, c'est Mademoiselle de Marelle. Donc ça va devenir sa maîtresse parce que du coup sa mère Georges l'embrasse. Ils prennent rendez-vous pour le lendemain et le surlendemain ils sont amants. Bon j'avoue ça va un peu vite. Faudrait mieux que ce soit un peu plus progressif, bon bref. Du coup le samedi suivant il se rend chez les Walter. Donc ça c'est une famille de riches qui loge dans une belle demeure où les conversations littéraires vont bon train. Dans un premier temps, il n'ose prendre la parole. Ouais, donc en gros il a peur quoi. Il est comme vous là. Genre vous n'osez pas vous afficher. C'est peut-être parce que vous n'en avez pas envie, comme dirait mon père. Et qu'est-ce qu'il va faire mais lui il a envie, c'est juste qu'il n'ose pas. Donc il est peut-être un... Et là... il finit par donner un avis original et remarqué sur les académiciens. Donc là il y a une notion grave intéressante qui arrive, c'est la notion d'originalité. En fait si vous n'avez pas de talent,
vous pouvez toujours faire le choix de la carte de l'originalité. Et en vrai, c'est grave un bon choix. Parce que, genre, c'est comme les gens qui sont moches. Genre, s'ils sont moches, ils vont chercher à se donner du style, vous voyez. Genre, ils ont les oreilles décollées, et là, ils mettent un chapeau, et là, oh là là, c'est vraiment trop stylé. Bon, bah, en gros, c'est ça. Si vous n'avez pas de talent, trouvez-vous un style et faites de la nouveauté. Moi, selon moi, il y a 3 échelles ou catégories de nouveauté, en gros, dans l'échelle de valeur. Il y a d'abord genre la copie simple d'une idée. Donc ça c'est de la merde, limite tu fais soit la même chose, soit moins bien, soit mieux, mais c'est rare que ce soit mieux quoi. Ensuite, le deuxième degré, c'est quand tu as une idée, donc on va l'appeler le point A, je sais pas, l'électricité, et ensuite tu as une autre idée, le vélo. Et donc là il y a quelqu'un qui vient qui dit ah mais trop bien, on pourrait faire des vélos électriques. Et du coup là il a apporté de la nouveauté en faisant un mélange en gros de 2 choses qui existaient déjà. Donc en gros il y a le deuxième degré si tu fais une sorte de mélange. Pour caricaturer, mais entre, tu vois là il y a le point A de l'électricité, là il y a le point B. Finalement là la marge de nouveauté elle est à peu près équivalente à ça parce que le mélange du point A et du point B il est entre le point A et le point B, vous voyez, au niveau de la distance. Et ben le troisième degré qui est trop bien de ouf, c'est quand toi t'apportes une idée carrément nouvelle, tu vois, genre t'apportes un point C. Et là à ce moment là ça va faire que il va être indépendant du point A et du point B entre guillemets, et ce qui va faire que la marge de nouveauté elle va être grande, tu vois, parce que ça va former un triangle en gros avec le point A, B, C, et toi tu auras ton identité et en gros tu auras apporté vraiment un truc nouveau. Bon, on continue l'histoire. Et du coup après Georges Duroy, donc Bel-Ami, il va faire un mariage avec Mademoiselle Forestier, donc je pense que c'est parce que ça l'arrange, peut-être au niveau du fric, je sais plus exactement. Et à un autre moment, c'est pas le seul mariage qu'il va faire, il va aussi à la fin épouser la fille de Monsieur Walter. Donc je vous avais dit les Walter c'est les gros riches. Et du coup bah, forcément son amante elle est un peu jalouse. Donc il y a un mariage qui s'organise, c'est genre un événement dans Paris. Et le succès de Georges Duroy, en gros de Bel-Ami, il est immense. Tout laisse supposer que sa relation avec Clotilde n'est pas terminée et qu'il va devenir député. Ah oui, genre la fin de Bel-Ami, ça se clôture pas sur... Enfin, il n'arrive pas encore au sommet, vous voyez. Il y a une sorte de faux suspense où on se demande... on sait en gros qu'il va encore monter dans l'ascension sociale. Parce qu'en vrai, au niveau de la progression, c'est grave ça. En fait, le truc trop bien, c'est quand vous atteignez le sommet, genre au niveau de votre mort. Genre ça pourrait être le truc parfait. Genre là, vous naissez, vous êtes rien. Et là... Enfin, vous êtes rien, j'abuse un peu. Et là, c'est la mort qui arrive, donc vous êtes rien non plus aussi. Et ben, c'est cool, ce serait trop bien que le sommet, genre le truc le plus haut que vous pouvez atteindre, vous l'atteigniez à la mort. Parce que comme ça aurait été hyper progressif, vous comprenez? Tandis que s'il y a un buzz, genre le sommet il arrive direct là, et du coup sur l'échelle de votre vie ça fait boum, ça atteint le sommet et ça ne peut que redescendre, voire stagner. Bon, quand tu atteins le sommet, genre, généralement quand tu vieillis, tu stagnes pas mais tu régresses, tu vois, mais bref. Attendez, je vais vous faire... Ouais, je crois le segment le plus long c'est quand c'est progressif. Attendez, je vais faire un dessin. Ouais, c'est bien ça. En gros, là, t'as Bel-Ami. Je sais pas si ça se voit. Bel-Ami, il a fait ça. Du coup, il y a un long chemin de progression. Donc là, le plaisir d'intense. Là, c'est le mec qui fait un bad buzz. Genre, c'est un plaisir de ouf d'un coup. Du coup, là, genre, la progression, elle a pas duré très longtemps, vous voyez. Et là, il peut que stagner ou régresser. Du coup, c'est de la merde. Voilà. Donc, faut que vous soyez des belles amies. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, je crois que j'ai tout dit.